2, 1, allez! Ah, c'est un vrai défi. Non, votre récolte est entre mes mains. C'est la ferme Linding numéro 1. Waouh, c'est tellement haut. C'est ici que la Chine... Un carton de lait dans ma main et un gâteau me suffisent largement pour un repas. Mais d'ici 2050, pour nourrir 9,1 milliards de personnes, la production alimentaire devra augmenter de 70%. D'après les documents de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, la production de viande devra doubler pour répondre à la demande. Surface limitée, besoins croissants, comment subvenir aux besoins du monde ? Aujourd'hui, nous allons chercher des réponses dans la région de la Grande Baie, en Chine. Bon, voilà le bateau. Bonjour. Quand on est ici, en pleine mer, c'est là qu'on se rend compte qu'on vit sur une planète bleue. 70%, plus de 70% de la surface de la Terre est recouverte d'océans. Et actuellement, face aux défis alimentaires, la FAO, l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, s'est tournée directement vers les mers. En 2021, le rapport Transition Bleue a fait de l'aquaculture durable une priorité en faisant un pilier du développement. Elle souligne l'importance cruciale des systèmes aquatiques pour nourrir une population en croissance. La même année, l'ONU a lancé le programme Décennie de l'océan qui vise à permettre à l'océan de nous nourrir durablement. La Chine est l'un des pays signataires de cette initiative. Le rapport 2024 de la FAO sur l'état mondial des pêches et de l'aquaculture indique que la production aquatique mondiale repose actuellement principalement sur la pêche et l'aquaculture. Si la production issue de la pêche reste stable depuis plusieurs années, l'aquaculture progresse chaque année de 1%. Pour nourrir 9,7 milliards de personnes d'ici 2050 et lutter contre la faim, la production alimentaire aquatique doit augmenter de 36 millions de tonnes, ce qui fait de l'aquaculture le pilier de cette croissance. En tant que leader mondial de l'aquaculture, la Chine s'est lancée dès 2015 dans l'élevage en mer. L'État finance le déploiement de cages offshore pour cultiver des poissons dans des environnements marins naturels. Aujourd'hui, nous nous rendons dans les eaux de Wanshan, dans le Grand Delta, pour explorer l'un des nouveaux élevages marins de la région. La qualité de l'eau s'améliore à mesure que l'on s'éloigne du rivage. Notre destination, située à 20 000 marins, nécessite un trajet d'une heure en hors-bord. En pleine mer, les vagues deviennent de plus en plus grandes. Sur le chemin, j'ai déjà été trempée. Regardez ce grand bloc jaune flottant là-bas. C'est notre destination. C'est la ferme Linding numéro 1. La voilà. Zhang Chao. Je suis complètement décoiffée. Monter sur la ferme Linding numéro 1 depuis un hors-bord instable exige du courage. Il faut suivre le rythme des vagues, attendre le bon moment et bondir rapidement. Ah c'est bon. Ah, je suis Angelica. Bonjour. On se voit enfin. Oui. En voyant le bateau qui arrive, il tanguait tellement. Mais ici, ça semble plutôt calme. Oui. Zhang Chao, né dans les années 2000, est le plus jeune éleveur de cette ferme marine. La grande boîte jaune dans laquelle il travaille est le dernier modèle de cage d'aquaculture pour l'élevage en mer. Elle utilise un ancrage par fixation. C'est un système semi-submersible. Elle est en partie immergée. Oui, elle flotte à la surface. C'est ça, exactement. Zhang Chao explique que ce site se trouve à l'embouchure d'un fleuve où le fond marin est composé de sédiments argileux. C'est pourquoi les cages semi-submergées sont particulièrement adaptées à cette zone. Le secret de leur stabilité malgré les vagues réside justement dans l'immersion. Vous pouvez clairement voir la partie au-dessus de l'eau. En dessous se trouve un espace de plus de 10 mètres de profondeur. Avec ses 4 coins et 8 ancres au fond de la mer, elle reste remarquablement stable. Montons encore plus haut, le panorama est plus large, on y verra mieux.
En suivant Zhang Chao jusqu'en haut, la silhouette complète de la ferme Lingding numéro 1 apparaît progressivement. Le premier niveau abrite les cages d'élevage, le deuxième niveau comprend les espaces de vie et de travail, tandis que le troisième niveau sert de zone de contrôle des équipements. Vu de haut, c'est vraiment impressionnant. Oui, tout à fait. Regardez là-bas. C'est notre éolienne. Sur le plateau Lingding numéro 1, nous utilisons à la fois l'énergie éolienne et photovoltaïque. Ainsi, toute la chaîne d'élevage fonctionne avec des énergies renouvelables et produit zéro émission carbone. Il y a peu de monde ici. Parce que tout est géré automatiquement. Sur la plateforme Lingding numéro 1, ces structures en forme d'entonnoir constituent en fait le système d'alimentation automatisé. Cela fait partie des capacités d'élevage intelligent de la plateforme. Le nombre d'éleveurs nécessaires est donc fortement réduit. Waouh. Voilà. Ici, c'est vraiment la technologie de pointe qui domine. Exactement. La ferme Lingding numéro 1 représente la deuxième génération d'équipements d'aquaculture marine. Malgré son coût élevé, 50 millions de yuan, elle offre une meilleure résistance aux tempêtes, une plus grande capacité d'élevage de poissons et surtout la possibilité de s'aventurer dans des eaux plus profondes. Dans la direction où pointe Zhang Chao, on aperçoit au loin plusieurs cercles flottants sur la mer. Ce sont les premiers modèles d'aquaculture. Les cages enfilées à gravité. Des tubes circulaires semblables à des bouées assurent la flottabilité, permettant aux cages de flotter sur la mer. Avec un coût de plusieurs milliers de yuan et un cycle de fabrication court, elles constituent aujourd'hui la base de l'aquaculture côtière chinoise. Ces cages à gravité étaient utilisées dans les modèles d'élevage traditionnels comme des unités relativement isolées et autonomes. Pour notre personnel d'élevage, cela faisait faire constamment des allers-retours entre les cages, ce qui était très peu pratique. C'est pour ça qu'on a construit la ferme Lingding numéro 1 avec 30 cages à gravité. Cela réduit considérablement les coûts d'exploitation et de production. Autrefois, cet éleveur était nécessaire pour surveiller 30 cages. Aujourd'hui, avec la ferme Lingding numéro 1, 3 personnes suffisent. Ce modèle hybride, une plateforme mobile dotée de cages autonomes, transforme l'aquaculture en un véritable pastoralisme marin. Cette approche de l'élevage représente une avancée pionnière dans l'aquaculture côtière chinoise. Lorsqu'il est l'heure de nourrir les poissons, le trajet entre la plateforme et les cages ne prend que quelques minutes en bateau. Attention, c'est haut. On monte directement. Directement? Je n'avais pas prévu ça. Les vagues sont plus calmes, ce sera facile de monter. On va monter sur cette plateforme circulaire? Oui. Oui, mais il n'y a pas de barrière de sécurité tout autour. Vous savez nager? C'est parfaitement sûr. D'abord, il dit qu'il n'y a pas de rambarde, puis il me demande si je sais nager. Je sens que ça va mal se passer. Puis il a dit qu'il savait un peu nager, donc que ça irait. Je vais d'abord vous montrer comment faire. Quelle est la profondeur de l'eau ici? 20 à 30 mètres. Faites attention. Comme ça? Oui, tenez-vous là, vous resterez stable. La structure tubulaire qui assure la flottabilité des cages est le seul endroit où l'on peut se tenir debout. Il n'est pas facile de se déplacer dans cette cage glissante qui tangue au gré des vagues. J'ai peut-être l'air bizarre, mais je vais bien. Je sais que c'est sans danger, c'est grand et on peut poser le pied ici. On a l'impression d'être au milieu de la mer et on sait à quel point c'est profond. Je ne suis pas très bonne nageuse. Je vais avancer lentement parce qu'il faut aller là-bas. Là-bas. C'est un vrai défi. Ce trajet, les éleveurs le font 2 fois par jour. Lorsque le gardien lance le signal de nourrissage, les poissons dans les enclos s'agitent. Aussitôt la nourriture dispersée, la surface de l'eau se couvre d'éclaboussures. Oh, le nourrissage a déjà commencé? Écoutez, le bruit des éclaboussures. C'est bon signe, ça veut dire qu'ils ont faim. C'était un code secret entre vous tout à l'heure. C'est comme une sorte de signal codé pour les poissons. On leur donne à manger régulièrement et ils savent que c'est l'heure. Oh. On les attire vers nous. Venez manger, venez manger. C'est l'heure de manger, c'est l'heure de manger.
3, 2, 1, allez! Zhang Chao m'a expliqué que l'appétit des poissons est le meilleur indicateur de leur santé. Outre l'alimentation, l'examen quotidien des poissons fait partie intégrante du travail. Pendant le nourrissage, on attrape quelques poissons. On vérifie d'abord leur dimension, comment ils grandissent. Oui. Ensuite, on examine leur état de santé. Tout d'abord, on vérifie que la peau est lisse, que leur couche muqueuse est claire, que leurs yeux ne sont pas rouges ni troubles. Ça indique qu'ils sont en bonne santé et bien sûr, leurs branchies doivent être d'un rouge vif, ce qui est la couleur normale. Selon l'espèce et la taille, les aliments varient. Grâce à une alimentation élaborée scientifiquement, le pomfret doré sauvage, qui atteint généralement sa maturité en 6 mois, peut être récolté ici en seulement 3 mois. Cette ferme marine produit plus de 2500 tonnes par an, ce qui suffit pour fournir 4 mois de protéines à 2,5 millions de personnes. Dans une autre zone, gérée par Zhang Chao, la récolte des poissons bat son plein. Ici. Accrochez-vous par le centre. Aujourd'hui, c'est la journée de récolte du pomfret doré et nous attendons le début du processus. Les préparatifs sont en cours avant le retrait des poissons. Ils utilisent des flotteurs pour réduire le volume des cages. Quand les poissons sont plus serrés, c'est plus facile de les soulever avec les paniers de ramassage. Lorsque le personnel tire les filets de collecte à l'intérieur des cages, les pomfrets dorés qui s'y trouvent se retrouvent concentrés. Ce raclage constitue l'étape cruciale de la récolte pour les cages. Ce bassin fait 6 mètres de profondeur. Quand on se tient ici et que le filet n'est pas encore soulevé, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de poissons qu'il y a. Mais maintenant qu'il le soulève, regardez. Allez, soulevez-le! Soulevez-le! Alors que les paniers remplis de poissons vivants sont chargés dans le bateau, le responsable de la ferme suit attentivement les chiffres du compteur de pesée et enregistre le rendement de la récolte. Ça devrait faire plus de 40 tonnes. Pour satisfaire la passion chinoise pour la fraîcheur, les poissons sont transportés dans des bateaux à eau vive. Leurs cales sont directement reliées à la mer, ce qui permet de garder les poissons vivants depuis leur capture jusqu'au rivage. Alors que la cale se remplit, il est temps pour Zhang Chao d'inspecter le fruit de 3 mois de travail. Allons voir, non? Oui, prenons-en quelques-uns. Voyons comment ils ont grandi. Waouh, en fait, on voit déjà qu'ils se portent à merveille. Regardez comme ils sont vifs. Plein d'énergie. Je pense que c'est le premier. Il y a des épines dorsales. Attention, tenez-le par le bas. Ne touchez pas les nageoires. Ça peut piquer. Oh, votre récolte est entre mes mains. Je suis tellement honorée. Ces 40 tonnes de pomfret doré frais arrivent sur les tables en 4 heures au plus rapide et dans tout le Guangdong en 24 heures, puis sont livrés dans tout le pays en 48 heures. Leur goût rivalise avec celui des poissons sauvages, mais ils coûtent 20% moins cher. Une fois ce lot récolté, cette zone et cet élevage accueilleront la prochaine vague d'alevins. C'est un travail qui nourrit la planète, qui garantit une alimentation suffisante pour tous, pour que chacun puisse avoir la chance de manger du poisson et à sa faim. La ferme marine n'est pas seulement un lieu d'élevage, c'est aussi un écosystème en reconstruction. Grâce au déploiement de récifs artificiels et à l'introduction contrôlée d'alevins, l'environnement marin s'améliore constamment. Les déchets des poissons et les restes nourrissent les phytoplanctons et les algues, qui deviennent à leur tour une source naturelle de nourriture pour les poissons, ainsi que l'écologique vertueux et durable. En 10 ans, 12 fermes marines ont été construites dans les eaux de Wanshan. En 2024, le volume d'aquaculture a doublé, ainsi que la production.
Comment récolter de manière durable les ressources alimentaires de la mer? La réponse réside dans des équipements agricoles de qualité, des pratiques d'alimentation scientifique et un écosystème marin sain. Mais notre exploration de l'océan ne s'arrête pas là, avec la recherche d'autres moyens de production alimentaire dans les profondeurs. Un navire aquacole de la taille d'un porte-avions est actuellement en construction. On tire ce filet. Regardez comment il est installé. Regardez. Bon, tout le monde, préparez-vous. Soulevez. Allez, allez. Serrer les cordes, ajuster l'angle des poulies, faire tourner le treuil. Chaque ingénieur prépare activement les tests du filet de ramassage. C'est ici, à Jiangmen, non loin des eaux de Wanshan à Zhuhai, que s'élève la première navette d'aquaculture à échange d'eau de mer au monde, baptisée Lingding numéro 1. Contrairement aux coques métalliques traditionnelles, le corps de ce navire est entièrement occupé par des cages d'élevage qui évoquent des versions plus grandes et plus profondes de la ferme Lingding numéro 1. L'eau circule librement à l'intérieur. Mais il dispose d'un moteur et il peut naviguer vers les eaux profondes. Comparé aux chantiers bien ordonnés d'aujourd'hui, la situation d'hier était complètement différente. Vous voyez cette grande masse nuageuse au-dessus de cette zone? Il va probablement pleuvoir toute l'après-midi. Ça tombe déjà? Il reste encore du travail à faire. Il pleut très fort. Yang Jun, responsable de la construction de Lingding numéro 1, est rivé au relevé météorologique depuis que la pluie a commencé. Les préparatifs pour le test du filet de ramassage de Lingding numéro 1 prévu aujourd'hui étaient terminés, le personnel et les filets étaient déjà en place, mais l'averse soudaine a perturbé les plans. On devait faire ce test dimanche, puis un typhon est arrivé. Et aujourd'hui, tout le monde est venu avec de l'espoir, mais il pleut encore. Construire un bateau, c'est comme ça, des surprises, des imprévus, toujours. Bien qu'il dise y être habitué, Yang Jun a conduit l'équipe vers l'immeuble de bureau le plus proche de Lingding numéro 1 lorsque la pluie s'est calmée. En chemin, il se rassure à haute voix. Nous, les Chinois, disons que l'eau apporte la richesse. C'est peut-être une bénédiction. Oui, ça symbolise la chance, la bonne fortune. Après 2 heures d'attente, la pluie s'arrête enfin. Allez, on y va? La pluie s'est arrêtée. Après 2 heures, nous repartons, enfin, pour découvrir le navire. Bon, allons-y. Le ciel s'éclaircit et Yang Jun marche désormais avec légèreté. Le Lingding numéro 1 est juste devant nous. Un véritable géant. Quand le navire apparaît, il domine clairement l'ensemble du chantier naval. Il est plus haut que tous les autres. Pour monter à bord, il faut d'abord monter un escalier de 6 étages, raide, ouvert et suspendu. Le sol est glissant. Attention, aidez-vous bien des mains. Waouh, c'est tellement haut! Une fois ici... Mon Dieu! C'est tellement haut! Oh. C'est imposant. Pour augmenter notre volume d'eau d'élevage et nourrir davantage de poissons, on a rendu ce navire très haut. Le Lingding numéro 1 a un tirant d'eau de 20 mètres, soit 5 mètres de plus que la ferme Lingding numéro 1. Grâce à des cages plus larges et plus profondes, sa production annuelle est 10 fois supérieure à celle de la ferme côtière. Actuellement, le navire flotte à la surface. À terme, la majeure partie de sa coque sera immergée. Vous voyez ces grands piliers rouges? Il y en a 15 sur tout le navire. Ce sont eux qui permettent de faire monter ou descendre le navire. C'est le secret de son fonctionnement. Quand on remplit ces piliers d'eau, le navire descend et on peut commencer l'élevage. Quand on veut le relever, on évacue l'eau des piliers et le navire remonte doucement à la surface. Plutôt que rester fixé à la ferme Lingding numéro 1, Yang Jun compare ce géant à une migration océanique vivante, un pâturage marin en mouvement. Comme les troupeaux, ce navire va chercher les zones où l'eau est la plus propre, riche en phytoplancton et propice à l'élevage. Mais dans les eaux profondes, souvent agitées, la stabilité du navire devient cruciale. Imaginez ce navire en grande partie creux. Si vous le visualisez comme un château de cartes, il peut sembler instable.
comme s'il allait s'effondrer. Mais nous l'avons structuré de façon organique. Il est fait d'acier ultra résistant, soudé avec précision. Avec des calculs rigoureux, il résiste parfaitement aux tensions. Il peut affronter sans problème des ouragans de catégorie 17. Chaque bassin d'élevage a un volume d'environ 6600 mètres cubes, soit l'équivalent de 3,7 piscines standards de 50 mètres. Il peut accueillir 100 000 poissons. Les 12 bassins combinés permettent une production annuelle de 3 000 à 5 000 tonnes, équivalent à la production de 467 terrains de football. Comment récolter 100 000 poissons vivants dans un compartiment situé dans des eaux naturelles en une seule fois? La clé réside dans ce trou circulaire dans la paroi du compartiment. Regardez ce grand trou circulaire. Quand le bateau arrivera, on insérera un tuyau d'aspiration par ici. Les poissons seront aspirés directement depuis le bassin, transférés vers le bateau de transport, puis livrés au quai pour stockage et commercialisation. Pour s'adapter aux conditions extrêmes des eaux profondes, les cages ont été conçues plus larges en bas et plus étroites en haut, afin de mieux résister aux courants et aux vagues. Ce design empêche le raclage des filets traditionnels, d'où la nécessité d'un filet de ramassage surdimensionné de 400 kg, spécialement conçu pour ce navire. Aujourd'hui, l'objectif est de préparer les tests du filet de ramassage prévus pour demain. Voici notre filet de ramassage. La première étape consiste à le déployer dans l'eau. La deuxième étape consiste à l'étaler sur le fond marin. La troisième étape consiste à le remonter. Je construis ce navire pour élever des poissons, mais l'objectif final est de les vendre. La récolte est inévitable et il faut capturer tous les poissons. Nous devons améliorer notre efficacité de collecte pour exploiter pleinement le potentiel de ce navire. Vous voyez cette corde ? En l'absence de modèle de référence, chaque détail du navire Lingding numéro 1, de l'utilisation de cages à grande échelle aux aspects mineurs tels que la manipulation des filets, nécessite des tests pratiques après une planification théorique. Les ingénieurs évaluent méticuleusement chaque composant. Le filet de pêche est en mouvement. Il va donc être mis sous l'eau. Ne tirez pas ici, tirez là. Prêt ? On lance le filet. C'est parti. Alors, vous voulez être dedans ou dehors ? Sous la direction de Yang Jun, plus d'une douzaine d'ingénieurs s'efforcent de descendre le filet centimètre par centimètre. Mais ils ont clairement sous-estimé la force brute du filet de 400 kg. Descendez-le lentement. On n'y arrive plus, ça tire trop. On ne peut pas le tenir. Descendez-le. Plus lentement. Doucement. À la tombée de la nuit, le filet a finalement été déployé dans la cage. Mais il ne colle pas bien au bord du bassin. Des poissons risquent donc de s'échapper. Le test de demain est désormais incertain. En regardant ça, j'étais un peu anxieuse. Je me demandais, comment allons-nous régler ça ? Bien sûr, ce genre de problème est fréquent. Si on pouvait le résoudre, ce serait parfait. L'esprit d'ingénierie exige de la persévérance, de relever les défis de front. C'est arrivé tellement de fois. On avance pas à pas. On optimise pas à pas. Est-ce que je pourrais faire le test demain ? On va en discuter avec l'équipe. Oui. Le jour du test est arrivé, le ciel s'est éclairci comme un bon présage. Est-ce que vous étiez nerveux hier ? Un peu. J'avais peur que les résultats ne soient pas bons. Notre approche actuelle consiste donc à effectuer plusieurs captures, car il y a trop de poissons ici pour tout capturer en une fois. Il faut effectuer plusieurs captures pour tous les avoir. Aujourd'hui, l'objectif est de simuler le processus complet de ramassage au filet. Sous une chaleur humide de plus de 30 degrés, les ingénieurs sont trempés de sueur, mais leurs gestes restent précis et rapides, sans faiblir. Prêt ? Levez-le ! Le filet de 400 kg, tiré par le treuil, monte lentement. Les ingénieurs surveillent chaque mouvement, discutant en temps réel des ajustements à apporter. Si l'eau était assez profonde, le filet ne flotterait pas. Mais l'eau est trop peu profonde, donc il flotte. Nous devrons tout de même ajouter des poids. Une fois le câble entièrement enroulé, le premier essai est terminé. Mais pour Yang Jun et son équipe, ce n'est qu'un début. Le premier stade du test est terminé. Nous ferons un deuxième test, puis un troisième. Et même quand nous serons en mer, en conditions réelles, nous ferons de nouveaux tests pour qu'il n'y ait pas de risque lors des opérations réelles. Voilà. Tout
sur ce navire est conçu pour affronter les eaux profondes. Sa coque surdimensionnée, ses systèmes d'aquaculture intelligents, son énergie solaire et éolienne provenant de la mer et ses soutes de stockage gigantesques. L'énergie de l'océan est immense. On ne peut pas modifier la nature. Il faut s'y adapter. Plus on s'aventure en haute mer pour l'aquaculture, plus le potentiel devient important. L'espace de culture s'étend considérablement. L'avenir promet davantage de protéines durables. Je pense que cela représente une progression significative dans notre avancée vers une pêche durable. Dans ce parcours de transformation bleue, nous transformons la manière dont nous produisons la nourriture. Je crois que ceci n'est qu'une pièce du puzzle de cette transformation, une mutation qui pourrait bien être une révolution dans l'industrie alimentaire. Et peut-être allons-nous changer à jamais la façon dont nous cultivons la nourriture, parce que nous espérons vivre une vie plus verte, plus durable. Et en parlant de ce navire, LinkedIn numéro 1, c'est ici que la Chine partage ses idées avec le monde. Pourquoi s'aventurer en haute mer? Pour Yu Yang-jun, explorer les profondeurs représente une tentative novatrice de récolter de la nourriture dans la mer. L'approche d'élevage nomade en haute mer employée par le LinkedIn numéro 1 offre de nouvelles perspectives sur la manière dont les aliments aquatiques pourraient nourrir le monde. Du littoral aux eaux profondes, la réserve bleue chinoise ouvre une nouvelle ère pour nourrir la planète. Et je crois que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est un retour à un lien avec la nature où l'on apprend à vivre en harmonie. Et je suis convaincue que c'est là le chemin vers une table durable pour tous.